vais vous parler aujourd'hui donc d'Internet comme outil de prise en charge à distance, plus spécifiquement dans le cadre de mes recherches qui portent sur l'entretien clinique à distance en visioconférence ou visioconsultation. Alors, avant de vous parler de mes recherches, je vais quand même rappeler un petit peu le contexte dans lequel on évolue depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qu'on peut trouver dans la littérature sous l'appellation cyberculture. Donc c'est un terme très très large, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête parce qu'on a mentionné plusieurs fois aujourd'hui le point de vue anthropologique. Et c'est important de réfléchir justement à la culture dans laquelle on évolue, qui est une culture mondiale, j'ai envie de dire. De toute façon, Internet, par définition, est un des outils de la mondialisation, avec toute l'époque de la fin des années 90 où cet outil-là a émergé. Donc, le fait qu'on évolue sur le plan culturel, ça veut dire que nos représentations collectives évoluent également et qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et ont changé très très vite, notamment par rapport à un autre concept qui est celui de digital native, que je n'ai pas entendu aujourd'hui par contre. Donc, c'est important de le rappeler, je pense que vous le connaissez. En français, ça donne les enfants du numérique ou les générations digitales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on en compte trois principales, la génération X, la génération Y et la génération Z. Elles se définissent principalement par les années de naissance des personnes qui appartiennent à ces générations. Donc la génération X, on va dire que c'est 75-85, la génération Y, 85-2000, et la génération Z, qui est la dernière, depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va venir après la génération Z ? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. On va peut-être repartir sur le A. Mais en tout cas, il y a quand même des différences, si vous voulez, entre ces trois générations. Donc, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont nés avec des outils digitaux, donc ils ont pu manipuler très tôt. Pour la génération X, on ne parle pas d'Internet, on parle des ordinateurs. Mais on est déjà dans une forme d'interactivité par rapport à la télévision, principalement, qui était là juste avant. Pour aller très vite, les natifs de la génération Z sont les natifs du Web 2.0. Ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est l'évolution des premières plateformes qu'on trouvait sur Internet et qui est un web à vocation sociale. Ça veut dire que le concept de relation évolue probablement et aujourd'hui est conceptualisé par ces jeunes directement en intégrant les outils numériques. Simplement, nous, au niveau de la recherche, et particulièrement en psychologie ou même en sciences humaines, on n'a pas forcément encore aujourd'hui les outils terminologiques pour penser cette évolution relationnelle. Donc, je pense qu'il est important qu'on s'y mette, je dirais, et qu'on arrive à déterminer un petit peu, justement, peut-être les spécificités de ce type de relation. En même temps, ce qu'on retrouve par rapport à ce qui est connu, et de dégager à partir de là des vraies problématiques, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une révolution ou d'une évolution ? Ça aussi, c'est une grande question. C'était la question fondamentale d'un colloque qu'on avait organisé en 2013 à la Cité des Sciences, qui s'appelait « Enfants mutants ». Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Et où on avait justement réfléchi à la question de l'évolution à la fois neurologique, c'est-à-dire que ce matin on entendait le professeur Houdet parler des zones cérébrales et il y a beaucoup de chercheurs qui sont interrogés sur la plasticité cérébrale face aux écrans. Est-ce que le cerveau des jeunes d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a 30 ans ? On n'a pas encore forcément de réponse déterminée, mais on voit bien qu'effectivement il y a quand même on va dire une inquiétude par rapport au fait qu'on serait face à quelque chose de totalement nouveau et donc finalement quelque chose qu'on ne maîtriserait pas du tout. Alors, 20 ans après l'ouverture du web au grand public, c'était 1995, le www, on n'a pas forcément encore aujourd'hui la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à des mutants ou est-ce qu'on est quand même face à des jeunes avec qui on peut communiquer, peut-être avec des médiations nouvelles, peut-être avec des outils nouveaux, mais en tout cas qui restent bien humains. Alors, il y a un champ justement dans le champ de la cyberpsychologie qui est un champ épistémologique, théorique, enfin qui est très très large. Il y a un domaine, moi, qui m'a intéressée justement par rapport à mon travail de recherche, c'est le domaine qu'on appelle aujourd'hui celui de la télépsychologie. La télépsychologie est définie par l'APA, donc l'Association de psychologie américaine,
puis reprise donc par l'Ordre des psychologues du Québec, comme en fait donc la prestation de services psychologiques à l'aide des moyens, des moyens de télécommunication. Donc c'est très large, justement, hein, je pense que la définition avait pour vocation d'être bien large, et ça laisse la place donc à différents outils qu'on peut utiliser pour communiquer à distance ou pas, parce que dans les cas d'exposition à des environnements virtuels, le thérapeute est à côté en général, hein, il n'est pas à distance. Donc il y a vraiment une palette, si vous voulez, de protocoles possibles qui s'ouvrent et qu'il faut pouvoir encore une fois différencier. Notamment par rapport aux moyens utilisés quand on communique à distance avec un patient. Donc là, j'en ai dégagé 3. Vous avez les échanges écrits, par exemple par chat, email. On a vu aujourd'hui que de plus en plus souvent, même en cabinet, hein, les patients nous demandent notre adresse email. Parfois, ils vont vous confirmer un rendez-vous. Parfois, ils vont vous livrer des informations beaucoup plus personnelles en utilisant ce média-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille avec ça? Encore une fois, il n'y a pas de réponse définitive, mais c'est important d'y réfléchir. Les échanges verbaux, donc là, c'est le téléphone, tout ce qui concerne le VoIP, donc en fait, le téléphone via l'ordinateur, quoi. Et aussi les avatars que j'ai inclus, parce qu'aujourd'hui, dans les MMORPG, donc MMORPG, vous savez tout ce que ça veut dire. Ce sont des jeux massifs multiplayer, multi-online role-play game. En fait, ce sont des jeux de rôle en ligne où vous avez plusieurs joueurs qui vont jouer en même temps. Le plus connu aujourd'hui, c'est WoW, World of Warcraft, hein, qui compte des millions d'utilisateurs dans le monde entier, et où on va communiquer de plus en plus avec la voix et non plus par écrit, parce que, en fait, pour les joueurs, ça représente juste un gain de temps. Hein, c'est-à-dire que quand on dit à son collègue « tiens, on se retrouve devant le donjon, machin », ça va plus vite de le parler que de l'écrire. Néanmoins, au niveau de la sensorialité, ça change quelque chose par rapport à la communication. Le vecteur n'est plus le même que si on communique seulement par écrit. Et toujours donc dans cette évolution-là, il y a la vidéoconférence qui permet de rajouter au niveau sensoriel, en plus de la voix, la vision, le regard, voire l'échange de regards. Donc ça aussi, c'est important de le considérer parce que, en tant que psychologue, si on communique avec un patient par email, par téléphone ou en visioconférence, on ne communique pas de la même façon et on ne récupère pas le même nombre d'informations. En fait, on a moins de vecteurs sensoriels par écrit qu'en vidéoconférence. C'est pourquoi moi j'ai choisi la vidéoconférence pour mes recherches et notamment par rapport à la place du corps, parce que effectivement, une des idées importantes et reconnues aujourd'hui dans le champ de la cyberpsychologie, c'est que souvent le corps est absent dans les relations à distance qui sont médiatisées par des ordinateurs. C'est finalement de moins en moins vrai parce que ce qu'on a vu avec l'immersion dans des environnements virtuels, que ça soit avec les lunettes ou avec les gants, on voit bien que l'objectif, c'est justement d'augmenter les stimuli sensoriels pour favoriser le sentiment de présence. Et là, j'insiste, Serge est parti, mais on aura l'occasion d'en reparler. L'immersion et la présence sont deux concepts qui sont aujourd'hui bien définis, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et souvent, on les utilise l'un à la place de l'autre. Donc, je vais les définir un petit peu plus loin. Néanmoins, il y a quand même ce continuum, si vous voulez, au niveau de l'implication corporelle, entre l'échange écrit, l'échange verbal et la vidéoconférence. Et on pourrait même rajouter encore d'autres flèches plus loin, puisqu'on voit qu'avec les lunettes ou les gants, et puis de nouveaux outils qui vont arriver, on va chercher à immerger encore plus le corps. Alors une des questions qui se pose, c'est est-ce que la relation médiatisée par l'écran est une relation, enfin une des questions que moi je me suis posée en tout cas, est-ce que c'est une relation en miroir ou est-ce que c'est une relation d'objet ? Alors, ça, je pense que c'est une question fondamentale parce que finalement, ce qui se joue quand on est en relation, même sur Facebook, avec des autres potentiels, j'ai envie de dire, c'est souvent une mise en scène de soi. Et ce qu'on va chercher, c'est souvent le regard d'autres qu'on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, si vous voulez, mais on n'est pas forcément dans une démarche justement de communication, c'est-à-dire de message adressé à un autre. C'est souvent un processus plutôt narcissique, j'ai envie de dire, où on va donner l'image de quelqu'un qu'on a envie d'être.
Et donc ça, dans le cadre d'un entretien clinique, ça pose problème, si vous voulez. Moi, c'est quelque chose qui m'a posé problème, c'est-à-dire comment réaliser un entretien clinique, comment envisager une relation intersubjective si automatiquement, quand on communique avec un écran au milieu, on rentre dans un processus plus narcissique. Comment limiter finalement l'effet narcissisant des écrans? C'est un peu une question que je me suis posée. Et limiter l'effet narcissisant des écrans, ça veut dire renforcer l'aspect intersubjectif dans la relation médiatisée par un écran. Comment renforcer cette intersubjectivité? Comment réhumaniser l'interlocuteur, sachant qu'il est objectalisé, on l'a vu dans beaucoup d'exemples, que justement la dimension humaine de l'autre peut disparaître à travers l'écran. Ce qui va favoriser notamment des comportements violents ou voyeurs par rapport à de la violence. On sait qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, quand même, les sites qui fonctionnent le mieux, à votre avis, c'est quoi que les gens vont voir sur Internet en premier? La pornographie. Et dans des scénarios aujourd'hui qui sont des choses très accessibles et très inquiétantes. De la même façon, les images violentes circulent aujourd'hui, notamment sur YouTube. On va voir des jeunes se faire tabasser ou des animaux se faire martyriser, où ça va circuler comme ça, comme des vidéos plutôt fun. Vous voyez, donc on a un rapport à l'autre qui est modifié par l'écran. Et du coup, je me suis interrogée à la définition même de l'intersubjectivité et à ce qu'on pouvait adapter en ligne par rapport à ce qu'on connaît du cadre classique où justement ça fait partie du travail en entretien clinique de développer cette dimension intersubjective. Donc j'ai mis cette définition de Munier, sachant qu'il y en a énormément, des définitions de l'intersubjectivité. Mais ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est la possibilité donc de créer une interaction avec un autre et de le reconnaître en tant que sujet. Donc, à partir du moment où l'autre est un sujet comme nous, on peut reconnaître sa souffrance, on peut donc être en empathie avec l'autre. D'autre part, il y a des travaux du côté donc, des thérapies cognitivo-comportementales qui ont déjà mis à l'épreuve l'outil vidéoconférence pour l'entretien clinique avec des méthodes différentes, puisque moi je parle d'entretien clinique d'inspiration psychanalytique, et où les résultats ont été probants. C'est-à-dire qu'au niveau de l'alliance thérapeutique, il y a une recherche qui a évalué chez 2 groupes de patients comment ils ressentaient le contact avec le thérapeute en vidéoconférence et en présentiel, et c'est équivalent. Ça, c'est une recherche de Bouchard en 2010. Moi, ce que j'ai pu démontrer en 2013, c'est que les interactions sensorielles, c'est-à-dire comportementales et émotionnelles, étaient possibles en visioconsultation. Alors, que sont les interactions comportementales et émotionnelles? Bien sûr, comme ça vous évoque des choses, mais en réalité, derrière, il y a une théorie qui est celle de Lebovici, qui m'a beaucoup inspirée pour mon travail. Il faut savoir que Serge Lebovici a énormément travaillé avec l'outil vidéo, où il filmait des dyades mère-bébé qu'il observait dans un deuxième temps, et à partir de ces observations, il essayait de dégager 3 niveaux d'interaction: les interactions comportementales, les interactions affectives et les interactions fantasmatiques. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai aussi essayé de faire à partir des entretiens filmés en vidéoconférence. Pour en venir donc au concept de présence. Le concept de présence est donc souvent confondu avec le concept d'immersion. Comment on distingue les deux ? En réalité, alors c'est des auteurs américains qui principalement définissent ces concepts-là. Donc la première recherche qui a fait cette distinction date quand même de 97. C'est un chercheur qui s'appelle Slater, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et récemment, donc, ces travaux ont été repris par Jeremy Beilenson, qui dirige la section multimédia à Stanford actuellement, et qui est psychologue. Donc, l'immersion, en fait, est un concept qu'on utilise pour qualifier l'environnement technologique. Le logiciel. Un logiciel va être immersif, voire un logiciel va être développé pour être de plus en plus immersif. Donc, il va avoir des compétences, des capacités technologiques qui vont faire que l'utilisateur va se sentir présent. Vous voyez ? Parce que la présence est un facteur psychologique qui n'a rien à voir avec l'outil technique qu'on utilise finalement. Et pour favoriser le sentiment de présence, on suppose
que l'environnement doit être donc très pointu, qu'on doit avoir des lunettes qui permettent de vraiment se sentir dans l'amphithéâtre où on est maintenant, parce que c'est très réaliste, parce que les images sont très bien faites, etc. Ça, c'est un préjugé qu'on a. Néanmoins, si on parle avec le professeur Bouchard, qui dirige le laboratoire de cyberpsychologie à l'Université du Québec en Outaouais, et qui a dans son laboratoire la seule voûte immersive utilisée en psychologie au monde, eh bien lui, ce qu'il va vous dire, c'est qu'en fait, dans des environnements qui ne sont pas finalement si bien développés sur le plan technique, qui ne sont pas si réalistes que ça, on va avoir des sujets qui automatiquement vont se sentir très présents. Alors lui, il travaille sur le traitement des phobies. C'est-à-dire que c'est la réaction émotionnelle qui est déclenchée par le stimuli qui change en fait. C'est-à-dire que la personne qui a peur de l'avion, dès qu'elle va être dans l'environnement avion, même si ça ne ressemble pas vraiment au dernier avion qu'elle a pris, elle va se sentir tout de suite prise de panique, elle va avoir peur. Alors que la personne qui, elle, n'a pas de problème particulier en avion, elle ne va pas se sentir particulièrement présente dans cet environnement-là. Donc ça, c'est très important parce que, en fait, ça veut dire que même si, du point de vue cognitif, on cherche à leurrer le cerveau avec des technologies de plus en plus évoluées, il reste le facteur émotionnel qui, lui, n'est toujours pas maîtrisé par les ordinateurs. On est sur des ordinateurs binaires aujourd'hui, hein. C'est 1 ou 0. L'émotion, là-dedans, n'a pas vraiment de place et c'est difficile à quantifier. D'où l'intérêt pour nous, les cliniciens, ou nous, vous, eux, tout le monde, enfin, l'intérêt que la psychologie clinique s'occupe de ces questions-là aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que quand on parlait de résistance ce matin, elles sont bien réelles et jusqu'à aujourd'hui, on sent une forme de clivage quand même entre certaines branches de la psychologie qui vont aller beaucoup plus spontanément vers ce type de technique et d'autres qui vont résister. Et du coup, l'écart se creuse, la société évolue, la culture change, et il est important quand même de pouvoir aussi contribuer à la réflexion commune sur ces questions-là. Alors, pour en revenir aux visioconsultations, une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup, vu que le facteur émotionnel est si important et si déterminant, est-ce que du coup la présence pourrait être facilitée par la qualité des échanges au cours des entretiens cliniques ? Sachant qu'en entretien clinique, la plupart du temps, on ne va pas parler de choses, vous voyez, très intellectuelles. On va aborder le champ émotionnel. On va parler de ce qui nous touche, de ce qui nous fait de la peine, etc. Donc du coup, même si on est dans un protocole où finalement la technique est assez simple, la vidéoconférence aujourd'hui, c'est tout ce qui est plus banal, la présence peut être accrue du fait que le contenu de l'échange est chargé émotionnellement. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir dégager aussi les spécificités de ce type de rencontre, c'est-à-dire une rencontre clinique à distance en visioconférence par rapport à une rencontre clinique classique dans un bureau. Dégager ces spécificités, ça permettrait d'avoir de meilleures connaissances sur les relations, ce que j'appelle les relations digitales en général, sachant qu'il y en a plusieurs types, plusieurs catégories. Alors, je vais vous présenter rapidement mon protocole de recherche que j'ai développé en doctorat pour la visioconsultation et qui se poursuit depuis. Donc l'objectif initialement, c'était d'adapter le cadre de l'entretien clinique. Donc je me suis basée sur Chilan, c'est l'entretien clinique en face à face d'inspiration psychanalytique que tout le monde connaît par cœur, et de l'adapter en ligne, c'est-à-dire de créer un site qui serait dédié à cet usage-là. Ça veut dire que d'emblée, l'éventualité d'utiliser des logiciels de visioconférence tels que Skype était totalement exclue pour une raison très simple, qui est la question éthique, la question de la confidentialité des données. Moi, c'est la première question que je me suis posée, c'est pour ça que je n'y suis pas allée et qu'on est parti sur la construction d'un site internet qui est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficile. Néanmoins, on ne peut pas se passer quand même de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur Skype sans se poser de questions. Ce qui, pour moi, pose un vrai problème sur le plan éthique et sur le plan déontologique. D'autre part, encore une fois, Skype, ce n'est pas un logiciel qui est développé pour cet usage-là. Donc on ne va pas forcément retrouver, nous, nos repères en tant que professionnels au niveau de la gestion du temps, notamment au niveau du cadre, tout simplement, de l'entretien clinique qu'on connaît.
Alors, deuxième objectif de la recherche, c'était du coup de comparer la relation d'ordre transféro-contre-transférentiel entre le patient et le clinicien au cours d'entretiens en face-à-face classiques et en visioconsultation. C'est pourquoi donc il y a eu 2 groupes de sujets constitués, un qui était suivi dans un cadre banal, enfin en présentiel, quoi, et un autre qui était suivi... alors attendez, je ne dis pas de bêtises, mais on va en venir à la méthode, ce sera plus simple, voilà. 2 groupes de sujets, donc un qui était suivi auparavant dans un cadre classique et qui est passé en visio à un moment donné. Et un autre groupe de sujets qui a été rencontré en visio, donc qui n'était pas connu auparavant. L'idée donc était de comparer la relation transféro-contre-transférentielle établie avec ces 2 groupes de patients. Alors c'est une méthode principalement qualitative, hein, vous vous en doutez. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est bien sûr l'enregistrement de toutes les vidéos, le revisionnage, la retranscription et une grille d'analyse thématique avec 12 items pour analyser les séances. Alors, j'avais inclus aussi un outil quantitatif dans cette recherche-là, mais il a été difficile de généraliser les résultats à cause de la faible taille de l'échantillon. Hein. C'est toujours difficile de faire du qualitatif et du quantitatif, surtout sur la durée d'une thèse, parce que soit on a 100 sujets et à ce moment-là, on ne peut pas faire passer les entretiens, soit on en a 4 ou 8 et à ce moment-là, le quantitatif est peu généralisable. Bon, on a quand même utilisé une échelle qui visait à évaluer l'anxiété sociale, en fait. L'idée, c'était de voir si des patients qui, justement, souffriraient d'anxiété sociale auraient plus tendance à consulter en ligne que des patients n'en souffrant pas. Étonnamment, hein, les résultats, encore une fois, difficilement généralisables, montrent que les patients souffrant de beaucoup d'anxiété sociale n'ont pas été même jusqu'à la rencontre en visio, si vous voulez, se sont arrêtés avant. Ce qui veut dire que les patients qu'on a eus en visio n'étaient pas forcément phobiques de la relation. Alors, sur l'éthique et la sécurisation des données, je vous en ai dit un mot. Effectivement, donc pas de Skype, hein, pas de ce que j'appelle psychothérapie sauvage sur Internet, mais la construction d'un outil voilà, dédié avec bien sûr des serveurs privés, des méthodes de sécurisation optimales par rapport à la technologie de l'époque. Hein. Le site a été refait, enfin, la nouvelle version date de 2014, et aujourd'hui, on va être obligé d'en refaire une très vite parce que ça évolue tellement rapidement que même au niveau de la sécurisation, bon, il faut tout mettre à jour. Les résultats de cette première recherche donc, ont confirmé plutôt donc, la similitude des interactions observées en visioconsultation et en entretien classique. Encore une fois, donc, les interactions ont été observées beaucoup en référence aux 3 niveaux d'interaction de Lebovici. Je rappelle juste que Lebovici, en fait, disait que les interactions fantasmatiques était un niveau d'interaction auquel on pouvait accéder à partir des 2 autres, donc comportementale et affective. Pour mon travail à moi, l'interaction fantasmatique, c'était le transfert et le contre-transfert, si vous voulez. Et comment dégager à partir du comportement, du discours et de tout ce qui était non-verbal aussi, au niveau affectif, émotionnel, au cours des entretiens, une dynamique contre-transférentielle. Donc ça a été le travail sur 8 patients, hein, qui ont été suivis donc, sur une durée de, on va dire, 1 an et demi à 2 ans et demi, la durée de la thèse. Et les résultats donc, étaient concluants pour ces 2 groupes de patients. Tout ça donc, a démontré aussi que finalement un dispositif en ligne pouvait occuper une fonction de tiers symbolique dans la relation entre le clinicien et son patient. Contrairement à ce que je pouvais dire tout à l'heure sur une relation à caractère narcissique qu'on pouvait observer sur différents supports et où finalement l'autre être humain n'était pas reconnu en tant que tel. Alors, Bouchard, encore une fois, bon, je le cite beaucoup, mais dans un autre champ en plus théorique, hein, puisque toujours en thérapie cognitivo-comportementale, a obtenu des résultats similaires dès 2004 sur le traitement de patients présentant des troubles paniques en visioconférence et en présentiel. Il avait utilisé à peu près le même protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, juste Bouchard, hein, pour préciser en TCC, lui, il avait juste utilisé la vidéoconférence. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2004, c'était pas un outil aussi répandu qu'aujourd'hui. Il
Il faut savoir que la visioconférence est aussi un des outils de la télémédecine. La plupart des grands hôpitaux étaient les premiers à être équipés de la fibre pour pouvoir assurer des entretiens de bonne qualité en vidéoconférence. Néanmoins, il y a beaucoup de ces machines qui ont coûté très cher, qui ont fini au placard, parce que ce n'est pas une pratique qui a été tout de suite adoptée par le corps médical. C'est très différent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en parlant avec des collègues, je disais qu'effectivement, du côté de la médecine, il y a de plus en plus de choses qui se développent pour permettre à des patients d'être vus par un médecin s'ils habitent dans une région où il n'y en a pas, pour permettre, ou s'ils ne peuvent pas se déplacer, pour permettre de réaliser des examens, faire passer des questionnaires, enfin tout un tas de choses. Finalement, c'est une méthode qui devient assez banale. Et il y a quand même un décret sur la télémédecine en France qui date de 2010. Alors, pour les psychologues, on n'y est pas encore du tout, mais ça veut dire que ce sont des choses quand même à réfléchir aussi, parce que notre pratique professionnelle va probablement évoluer avec ces outils-là. Alors, je vais vous montrer le site qui a été refondu, la version qui est encore en ligne, mais qui va probablement changer d'ici début 2017. Donc, aujourd'hui, en fait, le site initial pendant le doctorat était un prototype qu'on avait développé pour un psy. Puisque comme on avait pour objectif d'évaluer le transfert et le contre-transfert, c'était difficile de le comparer entre plusieurs thérapeutes. Néanmoins, après la thèse, donc, le site a été refondu pour devenir une plateforme, donc destinée à plusieurs professionnels pouvant l'utiliser simultanément, chacun avec ses patients. Et donc, on a développé de nouvelles fonctionnalités pour le site. Bon, je vais vous présenter la page, mais je ne pourrais pas vous présenter toutes les fonctionnalités, même si finalement le site est très simple et qu'il n'y a pas 36 options, 36 gadgets. Rapidement, là, vous êtes sur une page qui est en fait là où a lieu l'entretien, la page de consultation. Donc vous avez la page, le cadre vert en fait symbolise le côté patient, le violet c'est pour le psy. Sur le site en entier, vous avez des menus verts et violets de manière à pouvoir se diriger de façon intuitive, je dirais. Il ne faut pas être informaticien pour utiliser ce site-là. Il a été développé pour des psychologues à la base. Donc, alors. Du coup, on peut bien sûr choisir la taille de l'image, c'est-à-dire que est-ce que vous préférez voir votre patient en plein écran, est-ce que vous voulez le voir en plus petit, est-ce que vous voulez vous regarder pendant que vous parlez à votre patient ou pas. Là, je le dis du côté psy, mais ça, il faut savoir que c'est une option qui a été intégrée au site et qui était intégrée déjà dans le cadre de la recherche, que j'ai appelée l'option miroir. Parce que si vous voulez, cette dynamique du miroir, en fait, elle est constante, moi, dans mon travail. C'est-à-dire l'écran miroir, c'est quelque chose que j'ai articulé sur le plan théorique avec le miroir qu'on trouve chez Lacan, qui a un aspect spéculaire et où finalement l'autre n'est qu'une prothèse de soi, il n'existe pas vraiment, il n'est pas différencié. Et le miroir chez Winnicott, où justement le premier miroir c'est le regard de la mère, donc il a une vocation transitionnelle. Est-ce que ça va ? Donc est-ce qu'on est du côté spéculaire ou est-ce qu'on est du côté transitionnel ? Ça c'est vraiment une dialectique sur laquelle moi je m'interroge beaucoup, y compris au cours des entretiens, et l'option miroir en fait était un élément supplémentaire permettant d'évaluer cette dimension-là entre autres. L'option miroir, c'est juste le retour caméra que vous avez sur tous les modules de visioconférence. Vous avez toujours la possibilité de voir votre propre image ou pas. Vous le savez. Donc, ce qu'on a fait là, c'est on aurait pu enlever cette option en disant, voilà, les patients ne se regarderont pas et puis c'est tout. Mais on a choisi de l'intégrer comme une option. C'est-à-dire qu'avant l'entretien, le patient choisit s'il veut se voir ou non et le psychologue le sait. C'est-à-dire qu'à partir de là, il peut aussi intégrer cette information dans son analyse, il peut en parler avec son patient. On peut dire à son patient, aujourd'hui, alors, vous avez choisi de vous voir, et le patient de vous dire, oui, aujourd'hui, je me trouve super bien. Et c'est vrai que spontanément, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec cette option-là, qui à la base était vraiment, techniquement, c'est pas grand-chose à faire. Sur cette page, qu'est-ce qu'on va trouver ? Juste, voilà, l'agenda qui permet de voir qui est en séance, qui est en salle d'attente. On a recréé donc une salle d'attente sur le site. Ça veut dire que le patient qui arrive va devoir cheminer
de façon similaire au processus classique, hein, c'est comme ça qu'on l'a développé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir un thérapeute, prendre un rendez-vous, voir quand le thérapeute est disponible. Donc il y a un agenda, bien sûr, interactif. Le paiement de la séance se fait avant. Ça, c'est une spécificité, parce que c'est très facile en cours de séance de fermer la page et puis c'est terminé. Il faut savoir que Freud disait quand même que les 2 piliers de la thérapie, c'était le temps et l'argent. Moi, je l'adapte en ligne, où je dis que ce sont des éléments de réalité. L'objectif, c'est de renforcer cette réalité pour éviter la déshumanisation de la relation et pour renforcer forcément l'intersubjectivité dans le rapport. Donc, le patient paye avant, et la salle d'attente, en fait, là aussi, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est juste que quand le patient arrive à l'heure de son rendez-vous, il n'arrive pas directement face au psychologue. Le psychologue va aller le chercher en salle d'attente. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le psychologue reste garant du cadre, notamment sur le plan temporel. Et ça, c'est très important parce qu'on sait très bien que le temps sur Internet, c'est différent. Alors ici, voilà, donc c'est pareil, le psychologue va choisir de commencer la séance, terminer la séance. Il peut prendre des notes en cours de séance. Le module de chat, je vous en dis un mot rapidement, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas favorisé la communication par écrit. Hein. Néanmoins, il arrive toujours, c'est rare aujourd'hui, mais ça peut arriver qu'il y ait des coupures en visioconférence. La coupure, c'est le plus gros risque au niveau technique et c'est la plus grande angoisse du psychologue, c'est-à-dire que brutalement, tout s'arrête en fait. Et ça, c'est une spécificité quand même gênante pour réaliser l'entretien en visio. Alors, on a mis au point ce module de chat dans l'idée que si vraiment l'image était coupée, ou si elle est, vous savez, immobilisée pendant un moment, ça arrive que ça ne bouge plus, on n'entend plus, le psychologue, et seulement le psychologue, peut déclencher ce module de chat qui lui permet de communiquer par écrit avec son patient le temps de rétablir le lien en visio, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient n'a pas à loisir le choix de passer de l'écrit à l'image et de jouer, j'ai envie de dire, un petit peu avec ces différents médias. C'est quelque chose qui doit être utilisé vraiment dans un but précis qui est de rétablir la visioconférence si ça ne marche pas. L'agenda partagé permet de prendre un rendez-vous en fin de séance avec le patient en direct. Et puis ensuite, on a l'aide technique, au cas où le psychologue ne sait plus très bien sur quel bouton appuyer ou comment on fait. Et les dossiers patients qui sont stockés, encore une fois, sur des serveurs sécurisés. Alors, la relation digitale en visioconsultation, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que finalement on est face à des émotions qu'on peut qualifier de virtuelles? Est-ce qu'on est face à une alliance thérapeutique virtuelle? Je dis virtuelle dans l'acception commune qui est que le virtuel s'oppose au réel. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que les émotions ressenties ne seraient pas réelles? Est-ce que l'alliance thérapeutique ne serait pas réelle? Eh bien non, enfin a priori... c'est ce que je pense. Donc la distance physique ne semble pas s'opposer au sentiment de présence sur le plan psychique en visioconsultation. On a vu que la présence, c'est un facteur psychologique, contrairement à l'immersion qui correspond à des compétences techniques d'un programme. Donc ce sentiment de présence, si vous voulez, il est bien réel. La communication, l'échange, il a eu lieu. Donc, à partir de là, on peut pas, le terme virtuel n'est pas forcément adapté pour qualifier ce type de relation. Et en tout cas, la visioconsultation devient du coup un espace de réalité psychique. C'est pourquoi l'opposition virtuelle-réelle, de toute façon, encore une fois, on réfléchit, on est au début et il y a beaucoup de choses encore à réfléchir. Mais en tout cas, cette opposition-là, moi, ne me semble pas adaptée sur le plan terminologique. C'est-à-dire qu'on ne va pas bien qualifier ce qu'on veut qualifier quand on emploie le terme virtuel. Au milieu de cette opposition se trouve la réalité psychique, qui reste la même en visioconsultation ou en entretien classique. Alors, comment qualifier ce type de relation à distance où finalement le corps de l'autre n'est pas présent dans la même pièce que nous, et où psychiquement on peut se sentir très investi quand même? J'ai proposé donc le terme de relation digitale pour qualifier ce type de lien
qui peuvent se créer à distance. Néanmoins, vous voyez, donc les relations digitales, elles font partie aujourd'hui de notre réalité psychique. C'est un champ nouveau à explorer et il n'y a pas une forme de relation digitale, il y en a plusieurs. Ça pourrait même être une constellation, mais on peut déjà dégager des catégories. Par exemple, on ne peut pas dire que ça soit tout à fait pareil de communiquer entre humains via des machines, de communiquer avec une machine, donc en utilisant un logiciel et en étant seul face à son écran, et de communiquer par exemple avec un robot qui lui est un ordinateur corporéisé, il a un corps, c'est ça la différence. Donc il va falloir trouver des catégories et commencer peut-être à réfléchir à tout ce qu'on peut mettre dedans, parce qu'effectivement c'est très complexe et je pense que ça ne va pas se simplifier, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'outils à disposition et de plus en plus de relations possibles avec différents interlocuteurs humains ou pas. Voilà, alors j'ai mis quelques références pour les personnes que ça intéresse et je vous remercie.